Il le faisait seul dans le noir derrière des portes closes, et je savais que j'avais le choix. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Vous savez, ce genre de silence qui vous donne la chair de poule. C'était comme si les murs retenaient leur souffle. Moi aussi. Je restais là, pieds nus, dans le couloir à fixer sa porte. La lumière en dessous était douce, vacillante, et je n'entendais que le tic-tac de l'horloge et les battements de mon cœur. Je ne cherchais pas les ennuis. Je jure que non. Mais quand on est suffisamment seul, le silence commence à ressembler à une invitation. Il s'était enfermé dans cette pièce nuit après nuit. Pas de musique, pas de télévision, juste le noir. Au début, j'ai cru que c'était du chagrin. Je me suis dit qu'il avait juste besoin de temps, mais ça a trop duré. Et cette nuit-là, quelque chose de différent. Je n'ai pas frappé, je n'ai rien dit. Je suis juste restée plantée là, une main figée sur la poignée. J'aurais aimé pouvoir dire que je suis partie, que je me suis retournée, et que j'ai fait le bon choix. Mais en vérité, je ne savais plus ce qu'était le bon choix. Car que faire quand on voit son propre vide se refléter dans le regard de quelqu'un d'autre? Je ne cherchais pas seulement à le surveiller, je cherchais aussi quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ni l'amour, ni le désir, juste une connexion. Juste quelqu'un qui me regarde. Et c'est ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas toujours une question de désir. Parfois, c'est une question de non-invisibilité. Je n'avais rien prévu de tout cela. Mais quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Et une fois qu'on a franchi une telle limite, on ne peut plus prétendre être la même personne qu'avant. Si vous avez déjà été invisible chez vous, si vous êtes déjà resté devant une porte hésitante entre l'ouvrir et partir, alors peut-être vous comprendrez ce que j'ai fait ensuite. Et il est temps que je vous le dise. J'ai 42 ans, je suis mariée. Sur le papier, tout semble aller pour le mieux. Une belle maison, une voiture correcte, un mari qui gagne bien sa vie. Mais entre ces murs, c'est creux. Mon mari Suède est le genre d'homme qui pense qu'arriver avec un chèque de paie est la même chose qu'arriver à un mariage. Toujours dans un avion, toujours scotché à son téléphone quand il est à la maison, nos conversations ressemblent davantage à des mises à jour d'agenda. Quelles factures sont dues? Qu'est-ce qu'on mange quand il repart? Ce n'était pas comme ça. Il fut un temps où je choisissais, que je voulais, mais la vie nous a usés. Ou peut-être qu'il a simplement arrêté de me voir, de me toucher comme si j'étais sa femme, et que j'ai arrêté de lui demander pourquoi. Je me suis habituée au silence, au côté vide du lit, au tintement des assiettes. Puis Jay est arrivé, sifflant depuis un précédent mariage. 20 ans, grand, mince, silencieux. Il vivait chez sa tante depuis la mort de sa mère. Soudain, un accident de voiture. L'école l'a ramené en ville et Suède lui a suggéré d'emménager pour économiser. Je n'ai pas objecté. Comment? C'était la bonne chose à faire. Mais dès qu'il a franchi la porte, quelque chose a changé dans l'atmosphère de cette maison. Luc n'a pas beaucoup parlé. Poli, mais sur ses gardes. Il restait seul, écouteurs sur les oreilles, capuche relevée, yeux baissés. J'ai vraiment essayé. Il a cuisiné ses plats préférés après avoir demandé à Suède ce qu'il aimait. Il a laissé des mots sur le frigo, proposé de leur raccompagner, mais il ne demandait jamais rien. Le dîner était le même tous les soirs. Suède levait à peine les yeux de son téléphone. Luc répondait aux questions par des réponses directes. Et moi aussi. Je souriais, essayant de faire comme si le silence n'était pas étouffant. Parfois je les regardais, père et fils, ainsi à la même table, à des années-lumière l'un de l'autre. Et je me demandais comment une maison pouvait être aussi pleine et immobile. J'apercevais Luc marcher dans le couloir. Il se déplaçait comme une ombre, silencieux, lourd, comme s'il portait quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque voie. Je me disais que je le comprenais, que peut-être d'une manière tordue, nous étions tous les deux en deuil. Il a perdu une mère. J'ai perdu un mariage. Il y avait des soirs où le daim partait pour un voyage d'une semaine et je ne remarquais même plus son absence. Mais la présence de Luc persistait, ni bruyante, ni évidente, juste là. Nous nous croisions dans la cuisine tard le soir, lui et son souhait à capuche, moi et mon peignoir. Il hochait la tête, je souriais, et Timent s'étirait juste assez pour faire quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Il commençait à faire sa lessive sans qu'on le lui demande. Il rangeait derrière lui. Il m'a même demandé si j'avais besoin d'aide pour apporter les courses une fois. C'était petit, presque rien. Mais c'était plus que ce que j'avais obtenu du Dune depuis des mois, et je détestais que cela ait de l'importance.
Je détestais avoir remarqué la façon dont sa voix baissait lorsqu'il disait « merci ». La façon dont il évitait tout contact visuel, mais restait dans la même pièce. Je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine, ainsi seul sur la véranda, le regard perdu. Je me demandais à quoi il pensait, s'il avait jamais été aussi invisible que moi. Je ne le voyais plus enfant. Pas après ce premier mois, pas après avoir remarqué la forme de sa mâchoire, la façon dont ses mains avaient grandi pour devenir celles d'un homme. Et je ne sais pas quand c'est arrivé exactement, mais la nuit. Je l'ai regardé et j'ai eu le souffle coupé. Je regardais Luc enfant jusqu'à ce qu'un soir quelque chose change, et je ne savais plus si c'était lui ou moi. Après cette nuit-là, après avoir réalisé que quelque chose en moi avait changé, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. J'ai continué à cuisiner, à plier le linge, à faire comme si tout était normal dans cette maison. Mais j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas remarquées auparavant. Luc a commencé à passer de plus en plus de temps dans sa chambre. Il sautait le dîner et verrouillait la porte. Parfois, j'entendais de faibles bruits derrière, des voix étouffées, le léger sentiment d'une vidéo, le léger coup de basse, mais surtout le silence. Au début, je l'ai laissé s'éteindre. Il avait 20 ans. Il avait beaucoup à gérer. Le deuil vient par vagues et peut-être que c'est juste la nuit. Mais quelque chose dans sa retraite était différent. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était de l'évitement. On aurait dit qu'il cachait quelque chose ou qu'il se cachait de quelque chose. Un soir, je suis passée devant sa porte, en allant me coucher. La lumière était à peine allumée, juste une douce lueur qui filtrait sous la porte. Je me suis arrêtée pas longtemps, juste une seconde de trop. Et puis je l'ai entendu. Pas des voix, pas de la musique, mais un rythme rapide, répétitif. Je me suis figée. Il n'y avait aucun doute, je ne voulais pas déranger. Je ne voulais pas déranger. Mais j'ai frappé avant de pouvoir m'en empêcher. Juste un petit coup sec de l'air plus que tout, au milieu d'une bagarre, panique générale, puis le claquement caractéristique du couvercle d'un ordinateur portable qui se referme. Je me suis arrêtée puis sa voix. Ouais. J'ai avalé avec difficulté la bouche pleine, le cœur plus vite qu'il n'aurait dû. Salut! Je vérifiais juste s'il voulait quelque chose avant d'aller au lit. Un battement? Non, je vais bien. Sa voix était posée, mais je l'ai entendue. Cette pointe de gêne d'avoir été surprise. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste hoché la tête pour moi-même comme s'il me voyait, et je suis partie. Mais cette image, lui est la seule en train de faire ça, est restée gravée en moi. Elle aurait dû s'effacer. Cela aurait dû me gêner ou susciter une inquiétude maternelle. Mais au contraire, cela m'a perturbée. Pas à cause de ce qu'il faisait. C'était normal, attendu. Il a 20 ans, un garçon avec des hormones, et une porte fermée. Mais ce n'était pas le contenu qui me dérangeait, c'était la façon dont il m'a regardée après. Au petit déjeuner le lendemain matin, il ne m'a pas évité. Il m'a regardé droit dans les yeux juste une seconde, ni par peur, ni par culpabilité, mais ou peut-être que je le voulais parce que je ressentais la même chose. Ce silence, ce courant, ce poids dans le silence entre nous. Ce n'était plus seulement le chagrin ou la solitude qui s'immisçait entre Luc et moi. C'était autre chose, quelque chose de dangereux, quelque chose de réel. J'aimerais pouvoir dire que cette matinée s'est déroulée comme toutes les autres, que je les ai repoussés à sa porte et que j'ai continué ma journée. Mais la vérité, c'est que quelque chose avait déjà changé en moi. Et une fois ce changement amorcé, il est difficile d'enrayer le glissement. J'étais assise en face de Luc au petit déjeuner, lui avec ses céréales, moi avec mon café, et je n'arrêtais pas d'y penser. Pas à l'acte, mais au regard. Ce contact visuel constant et fugace, cette tension silencieuse et muette. On ne m'avait pas touchée depuis des mois, on ne m'avait pas tenue, on ne m'avait même pas effleurée par accident. Suède était toujours occupée, toujours fatiguée, toujours ailleurs, mentalement ou physiquement. J'avais l'habitude de le supplier pour qu'il m'accorde son attention par de petites attentions, en portant un nouveau chemisier, en préparant son plat préféré, en lui tendant la main au lit. Finalement, j'ai arrêté d'essayer car rien n'est plus solitaire que de tendre la main à quelqu'un qui ne bronche même pas. Et pourtant, Luc bronchait. Il remarqua mon insouciance dans de subtils changements de respiration et de langage. Je n'en voulais pas au début.